Merci, Monsieur le Président. Je prends le PV 916. Il s'agit de Mme Barry Oumo, qui déclare ceci. Nous sommes restés là jusqu'à 9h30, l'heure à laquelle les manifestants de Bambeto sont arrivés. Après une chaude discussion, avant de nous laisser continuer, le ministre Thiegro a dit ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y. Mais les conséquences, vous allez en tirer. Voici les menaces faites par l'un de vos proches qui était au stade. Ensuite, il y a eu le massacre. Il est revenu, il vous a rendu compte. Vous ne l'avez jamais inquiété. Le seul que vous avez décidé d'inquiéter, c'est Toumba. Est-ce que cela ne veut pas dire que ces menaces faites par le colonel Thiegro ont été faites sur vos ordres, Monsieur le Président? Absolument pas. Et pourquoi le cas de Toumba? Pourquoi? Je dis pourquoi le cas de Toumba? Je dis pourquoi le cas de Toumba est de quand en même temps il gère le régiment qui m'a du ciel de ne pas aller au stade. C'est la même personne qui va aller au stade. Cependant, le colonel Thiegro, on ne s'est pas vu le matin, mais lui qui m'a dissuadé, il est parti au stade. Donc, c'est très différent. Le colonel Thiegro, on ne s'est pas vu le matin, il a été très clair ici. Alors, ou vous parlez le cas du colonel Thiegro, ou vous parlez le cas, mais ne parlez pas des deux. Voilà, si vous faites allusion à ces cas, les deux cas sont différents. Les deux cas, son cas est différent par rapport au cas du colonel Thiegro. Parce que le colonel Thiegro, on ne s'est pas vu le matin. Je ne lui ai pas donné d'instruction. Comme il a une mission régalienne. Les deux camps qui étaient avec moi, c'est lui qui est parti sans mes instructions. Il a été clair. Alors quand il y a ça, je dois d'abord m'attaquer à mon aide de camp sous forme de trahison. C'est ça même. Monsieur le Président, je prends le PV 10-17. Il s'agit de Mme Diallo Yaye Madiou. Je vous lis le récit du calvaire vécu ces jours par cette dame grâce aux faits et gestes de votre garde, la garde présidentielle. Malgré tout, étant sous les chaises, à l'aide de son poignard, il tentait toujours à me poignarder. Mais j'esquivais ses coups et dans ces circonstances, j'ai perdu 9 dents qui m'a complètement défiguré. Finalement, Dieu m'a donné la force. J'ai escaladé le grillage de la loge officielle. L'un d'eux a ordonné à ceux qu'on tire sur ma tête, car j'allais m'enfuir. Mais malheureusement pour eux, les balles étaient finies. J'ai pu quitter la loge officielle en descendant les marches de la tribune en direction de la pelouse. À cet endroit, ils violaient les femmes. J'ai constaté des bérets rouges possédaient également toutes sortes d'armes tranchantes, couteaux, ciseaux, coupe-coupe et haches. Mon pantalon était déchiré par les militaires. Je suis parvenu à leur échapper. Je me suis dirigé à nouveau vers la tribune en étant poursuivi par 7-8 bérets rouges. Arrivé en haut de la tribune, j'ai été terrifié. J'ai sauté et je suis tombé sur des gens
qui se trouvaient en bas. Ma chute a été amortie par leur corps et était sûrement blessée par le mien. J'ai eu une entorse au poignet gauche. 2 jeunes ont voulu me porter secours. Le premier a reçu une balle dans la tête et est mort sur le coup, comme le second qui a pris une balle dans la poitrine. En se dirigeant vers les vestiaires, j'ai rencontré un garde-corps d'un des leaders à qui j'ai demandé de l'aide. Monsieur le Président, cette chasse à l'homme organisée et exécutée par votre garde en plein jour, est-ce qu'une telle chasse peut être effectuée sans votre protection et sans vos ordres? Sans ordre. Sans votre protection. Je dis sans ordre. Et la protection. Le reste de protection, je ne rentre pas dans les détails. Vous avez parlé d'ordre. L'ordre, c'est l'instruction. Sans ordre, il peut le faire sans ordre. Ces armes blanches, est-ce que votre garde présidentielle est habilitée à les détenir, ces coupe-coupe? Est-ce qu'elle est habilitée? Non. Est-ce qu'elle peut sortir du camp avec de telles armes sans que vous-même, vous ne vous en rendiez compte? Est-ce que c'est possible? C'est bien possible. Pourquoi? En quoi ça peut être possible? La preuve en est, quand lui-même ils m'ont fait rentrer au bureau, il est parti au camp, au stade, sans que je ne cherche. C'est la preuve. D'accord. Monsieur le Président, je vais ouvrir un peu le cas des viols. Beaucoup de femmes ont connu des viols traumatisants ces jours, Monsieur le Président. En attendant de savoir plus tard si le tribunal décidera de maintenir la publicité quand les victimes de viols vont commencer, je vais m'abstenir de dire leur nom. Je donne les cotes de leur PV. Cote 902. 3 militaires de la garde présidentielle sont venus se saisir de moi. Le premier m'a giflé, m'a pris les cheveux et m'a retiré mon téléphone. Le second m'a balayé et m'a mise par terre avant de déchirer mon pantalon et mon t-shirt. Le troisième s'est joint à eux. Ils se sont tous mis à écarter mes jambes et à introduire leurs mains. Je me limite là. J'ai crié tout en essayant de résister. Mais comme ils étaient plus forts, ils ont continué leur sale besogne en me frappant et en proférant toutes sortes d'injures. J'ai été blessé au genou gauche, à la jambe gauche et au sexe qui saignait abondamment. Je vais me limiter là, Monsieur le Président. La suite est horrible. Voici le comportement de votre garde présidentielle. Et après, il n'y a eu aucune sanction. Est-ce que votre garde, Monsieur le Président, peut poser de tels actes sans avoir reçu vos ordres et ne pas être sanctionné? Est-ce que c'est possible? C'est la question. C'est la question, maître. Oui. C'est maintenant que je viens même de constater encore une autre situation aggravante de la situation de Toumba. C'est maintenant. Moi, je pensais que c'était simplement lié par rapport au stade du 28 septembre. Mais ce que vous dites là, si ça s'avère vrai, cette situation, elle est aggravante. Et donc,
c'est dans tout ça que j'ai dit, encore je vous dis, par rapport à votre question, il m'a désobéi pour s'y rendre au stade. Et ce qui s'est passé au stade, individuellement, il répond. Monsieur le Président, ce que je viens de vous lire, il ne s'agit pas d'une seule personne. Il s'agit d'un groupe de militaires de la garde présidentielle. Tous ceux qui sont mêlés à ça, s'ils sont dépistés par le procureur, s'ils sont dépistés, ils feront face à la loi. Maître, c'est aussi simple que ça. D'accord. J'ai lu un autre cas de viol, je les sélectionne, ils sont nombreux, pas tous, ce n'est pas possible. Là, nous avons rencontré un groupe de militaires qui tiraient. Ceci étant, je me suis retourné pour aller vers la piscine Maracana. Sur mon trajet, j'ai vu plusieurs corps par terre et j'ai pris peur. De là, j'ai couru vers le mur, côté rail, où un vieux aux cheveux blancs faisait passer les femmes à l'aide d'une échelle. Malheureusement pour nous, il a été atteint mortellement d'une balle tirée par un militaire. Nous avons tous pris la fuite pour aller vers le terrain de handball. C'est à ce niveau qu'un militaire de la garde présidentielle m'a pourchassé. Lorsqu'il m'a intercepté, il m'a administré 3 coups de matraque et m'a balayé. Je l'ai longtemps prié, mais il continuait toujours à me frapper. Entre-temps, il a fait tomber mon pagne et en tentant de me déposer dans l'une des salles du palais des sports, il a déchiré ma culotte. Quand j'ai compris qu'il voulait sérieusement me faire du mal, je me suis approché à un frère au seuil de la porte. Comme il était plus fort que moi, il a déchiré mon caleçon tout en me disant ceci. Bordel, vous êtes venu chercher des garçons. Vous en aurez suffisamment aujourd'hui. La suite, je la laisse. L'expression de ces militaires, de votre garde, vous êtes venu chercher les garçons. Vous en aurez suffisamment aujourd'hui. Est-ce que cela ne veut pas dire que ce viol avait été bel et bien planifié et programmé? Il dit bien, vous en aurez. Et effectivement, il y a eu assez de viols. Monsieur le Président, si ce n'est vous, ou avec vous, est-ce que la planification du viol par votre garde peut être possible? Est-ce que c'est possible? Je ne peux pas répondre à cette question, maître. Vous ne pouvez pas répondre. Monsieur le Président, est-ce que c'est vous qui avez planifié ce viol? Voilà, la question est précise, non. Voilà, la question est bien précise, non. Comment vos proches, votre propre garde, qui est censée être à côté de vous, peut vous laisser au camp et venir au stade, là où elle n'a rien à faire? Ce n'est pas son lieu de travail. Son travail, c'est vous garder. Cette garde-là peut vous laisser au camp et venir d'elle-même au stade poser de tels actes, Monsieur le Président? Oui, c'est pour cette raison que j'avais longtemps parlé de complot et de beaucoup de choses. Sinon, la garde présidentielle dans un stade, béret rouge, c'est quasiment impossible. Seule la police et la gendarmerie.
Mais s'ils sont partis, ceux qui sont partis, ils avaient un objectif. C'est ce que j'avais dévoilé ici, très clairement, maître. Monsieur le Président, Oui. est-ce qu'à la date du 28 septembre 2009, vous étiez la seule autorité du pays à avoir une garde? C'est la question. Non. Pourquoi la garde des autres autorités ne s'est pas retrouvée au stade, sauf votre garde? Pourquoi? Oui, maître, ne confondez pas. Vous savez, il y a le volume, la dimension des gardes aussi. Le ministre qui est là, il a une garde. Il peut tout de suite, quand il est quelque part, si c'est 2 ou 3 personnes, il peut s'en rendre compte. Mais une garde présidentielle, vous imaginez? Vous ne pouvez pas être là constamment avec la garde dehors, non? Ils sont dehors. D'accord. Je vais laisser les autres PV. Je finis avec 2 par rapport à ces chapitres viol. Je prends 2 PV. Le PV code 906. C'est dans cette cachette que 2 béros rouges sont venus me surprendre. L'un d'eux m'a administré une paire de gifles avant de soustraire mon téléphone de marque Nokia 2 puces dans la poche de mon pantalon. Le second s'est jeté violemment sur moi et a déchiré mon body, mon pantalon et mon caleçon avant de me terrasser. Je l'ai prié de m'épargner tout en lui indiquant que j'étais en début de grossesse. Réponse, il m'a giflé et m'a même blessé au bras gauche. Entre-temps, son copain nous a abandonnés pour suivre une autre fille qui était de passage. Malgré mes prières, ce militaire de la garde présidentielle m'a violé avec brutalité. C'est lorsqu'il m'a vu saigner qu'il m'a abandonné. J'ai compris que j'avais avorté. Ne pouvant pas me relever à cause des douleurs, je suis resté longtemps couché au même lieu, 2 heures durant. Dieu aidant, un jeune inconnu est venu me trouver là. Il m'a prêté sa chemise qui m'a servi de pagne et m'a aidé à me relever. C'est là que les agents de la Croix-Rouge sont venus me prendre pour me mettre dans leur véhicule. C'est l'avant-dernière. Donc, avant de vous poser la question, j'ai lu le dernier. C'est la cote 911. C'est ainsi que, pris de panique, nous avons pris la fuite pour descendre dans les vestiaires où nous avons vu des hommes qui parlaient une langue que je ne comprenais pas. Spontanément, quelqu'un m'a pris par derrière en déchirant mes habits, me terrassé, déchirer ma culotte pour enfin me violer. Ce qui a occasionné mon avortement, car j'étais en grossesse de 3 mois. Après cet acte, je suis sorti nu du stade. Je suis allé me réfugier dans une famille en face du restaurant Marokana. C'est grâce à cette famille que nous avons pu avoir des habits pour pouvoir rejoindre nos familles. Tant d'autres femmes ont subi ces horreurs. Même les femmes enceintes, votre garde n'a pas épargné, Monsieur le Président. Comment? Vous pouvez expliquer qu'une garde présidentielle qui vient de se séparer avec son président, son chef, qu'elle vient de laisser au camp,
peut venir commettre de tels actes, de telles horreurs, sans avoir reçu l'ordre de ces derniers? C'est admissible, Monsieur le Président? Quant à moi, aucun ordre. Vous n'avez donné aucun ordre. Aucun ordre. Ces horreurs de votre garde, ceux qui sont chargés de votre sécurité, qu'est-ce que ça vous inspire? Reprenez la question. Ça vous inspire quoi, ce comportement de votre propre garde? Ça vous inspire quoi? Mais ce que vous venez de dire, si c'est vrai, c'est un comportement inhumain. C'est inhumain. C'est inhumain. Pourquoi vous avez gardé cette garde après les événements du 28 septembre? Pourquoi vous ne l'avez pas limogée si elle n'avait pas agi sur votre ordre? Pourquoi vous l'avez gardée? Qui? La garde présidentielle. Est-ce que vous avez limogé certains? Ah, mais ce que vous dites, c'est une affirmation que vous venez de déclarer. Moi, je ne savais pas qu'il y avait tout ça. C'est maintenant là que je viens de voir le contenu. Donc tous ces témoignages que les victimes faisaient à l'époque, à commencer par le même jour, vous n'y croyez pas? Ouais. Vous n'y croyez pas? Il y avait une commission qui était là et aucune de ces femmes n'est venue me voir. Je n'ai eu aucune commission venant dans le cadre de viol. D'accord. Quand le colonel Tchegro était au stade, est-ce qu'il avait parlé avec vous au téléphone? Quand il était au stade, est-ce qu'il avait parlé avec moi? Au moment où il était au stade, il a parlé avec vous au téléphone ou par la radio? Est-ce qu'il a communiqué avec vous? Non. Il n'a pas communiqué? Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas? Non. D'accord. Je vais lire un passage d'un PV code 955. Dans cette pagaille, les jeunes disaient que Tchegro aurait appelé le capitaine Dadis pour lui dire que je ne prononce pas le mot, ont décidé de démolir le stade et qu'après cette démolition, ils se rendront au camp Alpha. Donc sortons vite d'ici, car le capitaine Dadis a décidé d'envoyer un renfort. Est-ce que le colonel Tchegro ne vous a pas appelé pour vous dire que nous avons été débordés? L'ouverture du stade a été forcée? Non. Et que vous ayez décidé d'envoyer un renfort? Non. Vous n'avez pas envoyé des renforts ces jours? Il ne m'a pas appelé. Ok. Je vais lire un autre PV qui dit ceci. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, et je précise que celui qui parle là est un policier. Il s'agit de M. Ansouman Kamara. Il est de la police. C'est la cote 113. Il dit ceci. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, le ministre Tchegro est arrivé dans les bandes de 13h et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content. Et pour cause, les unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné. Voilà. Voilà votre message que le colonel Tchegro est venu transmettre à la police et à la gendarmerie, que vous n'êtes pas content. De quoi vous n'étiez pas content, Monsieur le Président, ces jours? Mais je ne peux pas. De quoi vous n'étiez pas content? C'est une déclaration que vous faites. Je ne peux pas faire de commentaires par rapport à cette déclaration. La foule devenait de défier la gendarmerie et la police, de forcer l'ouverture du stade. Je ne réponds Donc vous n'étiez pas content. Je ne réponds pas à cette question.
Voilà. Le colonel Teboro est venu transmettre ces messages à la police et à la gendarmerie. Comme elle n'a pas pu, vous avez donc décidé d'envoyer les bérets rouges, oui ou non, votre propre garde, oui ou non, Monsieur le Président. Comme la police et la gendarmerie ont été débordés. Non. Incroyable. Votre garde va vous laisser au camp. Le président a bien dit qu'il n'y a pas de commentaires. Quand on pose une question, ne faites pas de commentaires. Moi, je ne suis pas juriste, mais je retiens. Quand on me donne des règles, je maintiens. Posez d'autres questions, maître. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si vous étiez resté 6 jours en place, vous auriez pu apporter une assistance aux manifestants? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que si vous n'aviez pas demandé au groupe qui était avec vous de se retourner au camp, vos éléments auraient apporté une assistance aux manifestants? Je n'ai pas de réponse. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les éléments constitutifs de la non-assistance à personne en danger sont réunis à votre rencontre? C'est la question. Non. D'accord. En empêchant votre groupe de venir au secours des manifestants, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'aussi les éléments constitutifs de la complicité de la non-assistance à personne en danger sont réunis à votre rencontre, mon colonel? Non. D'accord. Mon colonel, vous avez dit hier que lorsque vous avez quitté le stade pour revenir au camp Alpha Yaya, vous n'êtes plus ressorti. Vous êtes resté là-bas. Ce jour, il y a eu des violences atroces sur la route de Prince. Il y a eu des tirs. Il y a eu les boutiques qui ont été pillées. Avec la permission du président, permettez-moi de vous lire quelques extraits des PV d'audition des victimes. Je commence par M. Tcherno, plutôt Tcherno Sadousso. Il dit ceci: j'étais assis devant mon magasin de vente pour la surveillance. Peu après, un groupe de militaires en provenance du camp Alpha Yaya Diallo est venu s'attaquer à nous en voulant défoncer nos magasins. Nous avons aussitôt réagi. Pendant qu'on ripostait, un second plus important des militaires est arrivé en renfort à bord de pick-up. Ils se sont mis à tirer des rafales dans toutes les directions. C'est le premier PV. J'ai choisi 3. Le second PV, c'est l'audition de Mme Mariama Kesso Ba. Elle dit ceci: aux environs de 14 heures, contre toute attente, un premier groupe de personnes en kaki, ayant sur leur tête un chiffon rouge, sans chemise, muni de flèches, est venu pour insulter grossièrement. Les jeunes du quartier ont riposté. Quelques instants après, les militaires sont sortis du camp Alpha Yaya avec leurs fusils en tirant pêle-mêle. Je vais d'ailleurs épargner le tribunal de la lecture du 3e PV parce que c'est dans les mêmes conditions. Vous qui êtes revenus au camp et qui n'êtes plus sortis, je vous pose la question en sachant que le camp est tout proche de la route de Prince et de Koza. Est-ce que vous avez entendu ces tirs? Non. C'est des dizaines de témoignages qui font foi de ce qu'il y a eu beaucoup de tirs ces jours sur la route de Prince, entre Koloma et Koza notamment. Vous n'avez pas entendu?
Non. D'accord. Alors, et les mouvements des militaires qui sortaient, qui rentraient, vous n'avez pas constaté? Les militaires sortir et rentrer dans le camp, vous n'avez pas constaté ça non plus? Non, mais tous les jours, les militaires se déplacent. Non, Moi, ce jour c'était spécial. Ah, Vous allez vers la route de Prince. Mais vous savez, quand quelqu'un sort du camp en position de conflit, vous pouvez vous rendre compte, non? Vous n'avez pas vu les militaires avec les fusils aller vers la route de Prince et revenir au camp, faire les va-et-vient? Vous n'avez pas constaté ça? Je peux répondre maintenant? Allez-y, mon colonel. Quand les militaires sortent du camp, ils ne vont pas dire ils vont sur la route de Prince ou bien par-ci par-là. Non, ils sont sortis, ils sortent. Mais vous les avez au moins vus sortir? Au moins, est-ce que vous les Mais avez tous les vus jours, les militaires sortent. Tous les jours. Les gens, ils sortent. Vous avez vu les militaires sortir avec leurs armes pour aller vers la route de Prince, Je n'ai pas de réponse. agresser la population? Vous n'êtes pas intervenu et vous n'avez alerté aucune autorité. Aucune autorité. C'est pas moi, hein. C'est vous-même qui avez dit que vous avez fui au stade pour venir au camp pour ne plus sortir. C'est pas moi qui l'ai dit. Le camp est proche de la route de Prince. Où est la question? Mais c'est ça la question. Je n'ai pas compris la question. Alors, vous avez vu les militaires aller vers la route de Prince avec les armes en main. Vous n'avez alerté aucune autorité. Pourquoi? Je n'ai vu aucun militaire aller vers la route de Prince armée. Et les miliciens qui sortaient? Je n'ai jamais vu, les flèches, tout ça, vous n'avez pas vu. Depuis que je suis dans l'armée, je n'ai jamais vu un milicien. Non. Vous pouvez vérifier. Moi, tout ce que j'ai dit de vérifier. Je n'ai jamais vu un milicien. Non? Vous êtes procureur. C'est vrai que vous parlez beaucoup là-bas au niveau des accusés, des preuves tangibles. Mais est-ce que vous savez aussi que le tribunal est aussi l'autel de la raison, le raisonnable? Raisonnablement, mon colonel, raisonnablement. On peut être à la base de votre service, raisonnablement, et ne pas entendre les tirs au niveau de la route des Princes? C'est la question. Raisonnablement. Je peux parler maintenant? Allez-y. Je n'ai pas entendu de tir. Vous savez, dans tout ça, tout ce que vous êtes en train de lire là, vous savez pourquoi je suis à l'aise? Allez-y. Allez-y, je vous écoute. Je suis très à l'aise. Parce que dans toutes les lectures que vous avez eu à faire, les lectures que les autres ont eu à faire, personne n'a cité expressément Colonel Blaise qui était en train de faire ceci, qui était en train de faire cela. Personne. Mon colonel, Voilà. est-ce que vous savez que je suis dans le cadre de la non-assistance à personne en danger? Je suis dans ce cadre. Et vous le savez peut-être mieux que moi, qu'en la matière, même si la victime ne savait pas qui était en mesure de la sauver, l'infraction peut être constituée. Même si ces manifestants-là ne savaient pas qui était en mesure de nous sauver, mais ne nous a pas sauvés, dès qu'il est démontré que tel était en mesure de sauver les manifestants, la personne ne l'a pas fait, l'infraction est constituée à son encontre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Posez vos questions. C'est ça la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça demande des explications. D'accord. Ce n'est pas automatique. Je vais continuer. Vous qui êtes revenu au camp, à votre base, pour ne plus ressortir, vous allez me donner quelques explications, parce qu'il y a suffisamment de sources selon lesquelles de nombreux manifestants ont été arrêtés et envoyés ces jours à la base du service anti-drogue au camp Alpha Yaya. Heureusement que nous avons la chance de voir devant nous quelqu'un qui est revenu à cette base et qui n'est plus sorti. Donc vous allez m'aider à comprendre. Okay? Je commence
par Monsieur Ba Mamadou Mouktar. Ce jeune a été arrêté au niveau du camp Alpha Yaya Diallo, plutôt au niveau du stade du 28 septembre, je m'excuse. On l'a amené à la résidence du président Dadis. Il a été frappé par les militaires. C'est le colonel Tegro qui est venu le tirer d'affaire. Je ne sais même pas si je peux appeler ça comme ça, pour l'amener à sa base. Il dit avoir été torturé là-bas. Il a été torturé, on l'a rasé. Et il a même été brûlé par le fer à repasser. Il faut rire, mon colonel. Riez. Il y a les situations ici, quand vous les lisez, vous allez verser les larmes. Continuez à rire. Est-ce que vous avez vu un jeune séjour arrêté, qu'on a amené à votre base, qui a été torturé? Est-ce que vous l'avez vu? Non. Vous ne l'avez pas lu? Non. Alors, il précise, je vous lis un bref extrait de sa déclaration. Entre-temps, le premier gendarme nous a apporté 6 bouteilles d'eau. Le même jour à 18h, ils ont sorti pour nous raser les crânes et nous demander notre leader préféré. Si tu réponds que c'est Dadis, on te frappe peu. Le cas échéant, on te frappe à l'agonie. Ces jours. Est-ce que vous avez demandé aux manifestants qu'on avait amenés là-bas qui est leur leader préféré? Je n'ai vu aucun manifestant à notre base. Ok. D'accord. Je vais continuer. Je viens à M. Alpha Amadou Diallo. Il dit ceci. C'est dans ces circonstances qu'on m'a fait embarquer pour me déposer au service anti-drogue chez Tegro, où nous avons été sérieusement tabassés à leur guise. Finalement, nous avons été tous identifiés et enfermés de nouveau. Quelques instants après, nous avons été rasés. La pompe qui donnait de l'eau a été coupée par eux. Pendant 3 jours, nous sommes restés sans boire ni manger. Vous voyez comment ça revient? On rasait ces jours les gens là-bas, les manifestants arrêtés. Est-ce que le violon qui est chez vous, il y a comment on appelle, il y a un robinet là-bas? Est-ce que vous avez un robinet là-bas au niveau du violon? Au violon? Oui. Non. Il n'y a pas de robinet? Non. Il n'y avait pas de robinet. Le robinet est à quel niveau? Il y avait l'eau dans la cour. Donc c'est le robinet qui a été coupé. Il n'y avait pas d'interpellé chez nous, encore une fois de plus. Il n'y avait pas d'interpellé. Il précise d'ailleurs qu'il y avait les militaires parmi les gendarmes séjour à votre base. Les militaires sont venus. Ces jours, vous avez collaboré, vous avez coopéré avec les militaires. Vous avez vu les photos hier qu'on vous a présentées ici, où on voit les militaires et les bérets rouges au stade. Et même à votre base, il y avait les militaires là-bas. Pour la circonstance, vous avez collaboré avec les militaires. Et même au niveau de Koza, là où il y a eu pillage, les gendarmes ont collaboré avec les militaires. Il précise. Et c'est d'ailleurs un militaire qui lui a donné son téléphone pour pouvoir communiquer avec son épouse. C'est pour vous dire qu'il ne ment pas. C'est un militaire qui l'a aidé, ce jeune-là. Vous ne l'avez pas vu? Je ne l'ai pas vu et moi aussi je ne mens pas. D'accord. Et vous aussi, vous ne mentez pas. C'est la même chose. Monsieur Ousmane Sidibé également, il a fait 4 jours dans vos locaux. 4 jours. 4 jours de détention arbitraire et de torture.
Vous étiez le conseiller, non? Vous avez dit que le général Baldé vous avait nommé à un poste de conseiller. C'est pas ça? Pour la régularité au niveau de l'enquête préliminaire, c'est pas ça? Mais, conseiller, ça c'était en 2011. Ah. Vous êtes en train de... Non, mais vous n'avez pas précisé que c'était en 2011. Vous ne l'avez pas précisé. Mais encore une fois. Si vous peu importe, on va continuer, peu importe. Voilà. L'essentiel est que vous étiez là-bas. Au moins si vous aviez dit que vous n'étiez pas là-bas, mais vous êtes venu pour ne plus sortir. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes. Mais combien de personnes disent avoir été détenues là-bas? Et vous dites que vous n'avez vu personne. Mais qu'il en apporte les preuves. Moi, je n'ai vu personne. Qu'il en apporte les preuves. D'accord. Il y avait une technique qui consistait ces jours à arrêter les femmes au niveau du stade, leur mettre des bandes au niveau des yeux pour ne pas qu'elles voient. Et on les amenait à des endroits pour faire d'elles des esclaves sexuels. Il y a plusieurs PV dans ce sens, c'est même indescriptible, où on amenait les femmes et on leur donnait de la boisson. Après, tout ce qu'on voulait, on faisait avec ces femmes-là. Chez vous, vous n'avez pas vu de femmes? Non. D'accord. Parmi ces PV, je vais lire au moins un. Je ne vais pas donner son nom. Il s'agit de la cote 961. J'ai suivi un groupe pour arpenter la clôture vers l'autoroute. Malheureusement, à ma descente, plusieurs bérets rouges se sont saisis de moi pour m'embarquer dans un pick-up. En compagnie de 6 autres filles, nous avons été dirigés au camp Alpha Yaya Diallo, où nous avons été répartis dans les conteneurs et dans les chambres. 3 bérets rouges m'ont introduite dans une chambre d'un bâtiment à étage. Après avoir refermé la porte sur moi, l'un d'eux m'a terrassé et les 2 autres m'ont déshabillé à nu. Étant à terre, un militaire s'est couché sur moi et m'a proprement violé pendant que ses compagnons me retenaient les bras et les pieds. J'ai beau crier, il a persisté avec violence. Entre-temps, un certain Alphonse Guilavogui, militaire de son état que j'avais connu depuis Tougué, a ouvert la porte. Dès qu'il m'a reconnu, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais là. J'ai répondu que j'étais au stade. Prétextant que je suis sa copine, il a sommé ses amis de me laisser, ce qui fut fait. Je vais me limiter là. Vous avez entendu cette dame dire que les femmes ont été réparties dans les conteneurs. Mon colonel, est-ce qu'il y avait les conteneurs au niveau de votre service au camp Alpha Yaya Diallo? Non. Il n'y en avait pas. Non. Nous avons les sources suffisamment concordantes qu'il y avait les conteneurs au niveau de votre service. Ce matin même, j'ai parlé avec l'une des personnes qui a été détenue là-bas, dans un conteneur. La personne est prête. Vous êtes formel, il n'y avait pas de conteneur là-bas? Je suis formel. Il n'y avait pas de conteneur. Je suis formel. Il n'y avait pas d'interpellé. Je suis formel. Il n'y avait pas de torture. Le fait, au moins pour cette dame, d'avoir pu comprendre qu'il y avait les conteneurs à son lieu de détention, est la preuve qu'on a envoyé les femmes chez vous et que c'est chez vous qu'elle était. C'est chez vous qu'elle était, cette femme-là. Elle était chez vous. Cette femme n'était pas chez nous. Il n'y avait pas de femme chez nous. Il n'y avait pas d'interpellé chez nous. Quel autre service au camp Alpha avait les conteneurs? Je ne sais pas. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2 personnes. Là encore, c'est plusieurs personnes qui disent qu'il y avait les conteneurs chez vous. Mon frère. Pour quelle raison on va accuser votre seul service?
Vous n'étiez pas le seul service liberticide quand même, je le dis. Parce que j'ai des preuves que c'était liberticide. Il n'a qu'à apporter les preuves. Peut-être qu'il a photographié, parce qu'après sa libération, il a photographié le conteneur. Voilà. Il envoie l'image du conteneur, on va en discuter ici. L'emplacement du conteneur par rapport au bâtiment. D'accord. Je termine avec, pas mes questions, mon questionnaire, mais par rapport à cette question de détention, je termine avec ce PV. Il s'agit de la cote 1185 qui dit ceci. Quelques minutes après la rentrée des leaders politiques et au moment où ceux-ci devaient s'adresser aux militants, nous avons entendu des coups de feu. Au moment des tirs, les gens tombaient de tous les côtés. Pour sauver ma vie, j'ai fait semblant d'être mort et je me suis couché au milieu des cadavres. J'ai pu voir ce qui se passait autour de moi et je voyais des militaires, des gendarmes et des policiers en train de tirer sur les manifestants. C'est dans cette période d'observation que j'ai vu des hommes qui n'étaient pas en uniforme venir ramasser les cadavres. Personnellement, ils m'ont traîné à terre par mes pieds. Ils m'ont jeté dans le véhicule, croyant que j'étais mort. Par la suite, ils ont jeté d'autres corps sur moi. J'ai accepté tout pour ma survie. Le camion dans lequel je me trouvais était bâché. Je ne voyais pas ce qui se passait à l'extérieur. Mais comme certains corps étaient sur moi, j'ai profité du moment de notre départ du stade et des secousses de la route pour me mettre au-dessus du tas de corps dans lesquels je me trouvais. Ainsi, nous avons été conduits je ne sais où. Je précise que le camion démarrait et s'arrêtait sans cesse jusqu'à notre arrivée. Il faisait nuit et je ne connaissais pas dans quel quartier nous étions. Le camion s'est arrêté à côté d'un grand trou creusé dans la terre. Je précise que tous ces corps ont été mis dans cette fosse. Au moment du décharnement, un militaire a éclairé l'intérieur du camion et m'a vu éveillé. Sans dire mot, j'ai levé la main pour demander pardon. C'était un béret rouge qui était monté dans le camion pour débarquer les corps. Après m'avoir trouvé, les militaires ont discuté. Certains voulaient que l'on m'enterre vivant et d'autres ont souhaité que je sois reconduit au camp Alpha Yaya. Finalement, ils ont accepté de me ramener au camp. Je vous précise que ce manifestant a fait 5 jours de détention au camp avant d'être libéré. Mon colonel. Oui. Au niveau du camp Alpha Yaya, quel autre service avait un violon là-bas? Je ne connais que mon service. D'accord. Par rapport aux fosses communes, plusieurs sources du dossier indiquent que les enterrements ont été faits, notamment le rapport de l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, avec les témoignages à l'appui, que les enterrements ont été faits au niveau de Yimbaya, la nuit, derrière l'aéroport où un engin lourd est venu creuser un trou, au niveau de Koza et au niveau de Afia. Selon toutes ces sources, ce sont les militaires qui étaient venus faire ces enterrements. Or, nous avons suffisamment de témoignages qui indiquent la présence des camions contenant des hommes devant votre service, le service anti-drogue. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Je n'ai pas eu connaissance des corps. Je n'ai pas eu connaissance des camions contenant des corps. Selon les sources, les corps qui sont passés par le camp Alpha Yaya n'avaient que 2 lieux de stationnement. Votre service et le service de M. Pivi. C'est les 2 services. Vous pouvez nous dire que vous n'avez pas vu des camions garés contenant des corps? Non. 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 D'accord.
Ce 28 septembre, est-ce que vous avez remarqué la présence d'une délégation du CNDD à partir de 17h? Au niveau de votre service, est-ce que vous avez eu une délégation dans laquelle se trouvait le président Dadis, qui, selon les éléments du dossier, était masqué, en compagnie de M. Korka Diallo et d'autres éléments? Vous n'avez pas vu cette délégation à 17h? Non. Vous ne les avez pas vus? Non. Le même 28, à partir des 0h et quelques, vous n'avez pas vu le président Dadis, le ministre de la Santé, M. Chérif Diaby, et autres éléments au niveau de votre service, pendant que les véhicules étaient garés contenant des corps? Vous n'avez pas vu tout ça? Non, je n'ai pas vu. Dites-moi concrètement, quand vous êtes revenu au camp, vous avez fait quoi? Dites-moi concrètement, quand vous êtes revenu, quelle a été votre activité quand vous êtes revenu au camp? On est resté à l'unité. Assis comme ça, tranquillement? Oui, c'est pas interdit. Même pas, maître, même pas par rapport aux événements de 28 septembre. Après une ronde, on revient à la base. Ça, c'était tous les jours. D'accord. Ces jours-là, on est venu, on est resté. Sans problème, en sachant qu'il n'y avait pas de problème apparent dans Voilà. la ville, Oui. vos services faisaient le tour. Maintenant qu'il y a un problème, Oui. un grave drame Oui. vient de se produire au niveau du stade, vous allez venir vous asseoir comme ça, comme si rien ne se passe? Il n'y a aucun problème. Nous, on est resté. Donc pour vous, ce n'est pas un problème. D'accord. Vous qui avez l'habitude de faire les patrouilles, et vous avez même dit hier que vous aviez la carte de Conakry. Vous aviez la carte de Conakry. La carte. Ça veut dire que vous étiez d'ailleurs le service le mieux indiqué pour savoir où faire des fosses communes sans être vu. Votre service qui avait la carte de la ville de Conakry, c'est pas ça? C'est vous-même qui avez dit ça. C'est pas ça. La carte dont nous, on disposait, c'était pour définir les zones criminogènes. Ça faisait partie de notre plan d'action. Ok. Quand vous voyez ces zones criminogènes, vous faisiez quoi? Mais Quand vous les voyez? Mais on les visitait la nuit. On a défini la journée. On identifie les différents accès possibles pour nous permettre d'aller les visiter la nuit. Encore une fois de plus, le militaire n'agit pas comme ça. Nous, quand on sort, si vous n'identifiez pas les accès pendant la journée, la nuit, comment vous allez rentrer? C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Mon colonel, est-ce que vous savez que bien avant le 28 septembre, avant même le 28 septembre, votre service était déjà spécialisé dans les arrestations arbitraires. Arrestations arbitraires et détentions arbitraires au niveau de votre service. Avant le 28 septembre et même après le 28 septembre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord avec vous. Nous sommes dans les événements du 28 septembre. Oui, mais... Voilà, pas avant le 28 septembre. Donc ça veut dire qu'avant le 28 septembre, vous êtes d'accord? Je te dis que, je vous dis s'il vous plaît, Oui. Pardonnez, je vous dis que avant le 28 septembre, après le 28 septembre, on a toujours respecté notre déontologie. C'est qu'avec vous, certainement, on ne va pas vous permettre de faire un petit... Non, non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Non, c'est bon. Quels étaient vos rapports? Quels étaient vos rapports avec les mouvements opposés à la candidature du président Dadis? Comment votre service traitait ces mouvements-là? Parce que vous avez dit ici que votre patron avait l'expérience dans la sensibilisation des manifestants. Vous savez qu'avant le 28 septembre, déjà, il y avait les manifestants hostiles à la candidature du président Dadis. Comment votre service a géré ces manifestants-là? Sinon, ces mouvements. D'abord, moi, je ne suis pas un homme politique. Je ne vous parle pas de politique. Oui, je vous parle de manifestants. Quand vous parlez de candidature, Laissez tomber la candidature. Les manifestants opposés à sa candidature. Mais c'est cet événement-là qui nous a amenés là. On ne peut pas éviter de parler de la candidature du président Dadis. C'est ça. Je suis à mesure de vous dire
que si le président Dadis n'avait pas mis en cause son engagement en disant « si je veux, je me présente, si je veux, je ne me présente pas », on ne serait pas là aujourd'hui. Ça, je suis en mesure de vous le dire. C'est ça. C'est ce qui nous a amené dans ça. Répondez à ma question. Quelle est votre question? Ma question, il y avait les mouvements opposés à la candidature du président Dadis. Votre service était très actif dans la recherche des meneurs de ces mouvements-là. Comment vous les avez gérés? Malheureusement, avant 28 septembre, comme vous venez de dire, les manifestations, aucun manifestant n'a dit que l'antidrogue m'a fait ça, m'a fait ça, m'a fait ça. Nous, techniquement et professionnellement, on agissait. Aucun manifestant avant? Non? D'accord. Permettez-moi, je vais